Les éditions du Livre Unique présentent La Dame au mouvement perpétuel. Ce jour-là, un vendredi, la jeune comtesse de Trémières rentrait encore plus pâle et plus défaite que de coutume à son hôtel de la rue de Varennes. Des cercles violacés sous les yeux, les lèvres mi-ouvertes, le front perlé de gouttelettes de sueur, enfin tout un désordre dans sa charmante figure de madone italienne. Elle monta péniblement l'escalier qui conduisait à son appartement, très peureuse et si lasse que son léger chapeau-capote lui semblait un casque de fer, et que son costume de velours bleu emprisonnait son corps, raide comme une armure. Tout lui était lourd, même les dentelles de sa robe, même ses gants, même ses bagues. Déjà à plusieurs reprises, le comte Georges de Trémières, un gentilhomme normand, avait paru inquiet, ombrageux en présence des lassitudes inexpliquées de sa femme. Craignant de rencontrer son mari, la comtesse hâta le pas, traversa le couloir et entra dans sa chambre, le cœur battant. Comme la jeune femme se déshabillait, deux petits coups secs retentirent à la porte. Une voix demanda « Madeleine ?» Une voix plus douce, presque tremblante, répondit « C'est vous, Georges ?»« C'est moi. » La comtesse entr'ouvrit la porte. Monsieur de Trémières apparut. « D'où venez-vous ?»« Je reviens de faire des emplettes. »« En voiture ?»« Oui. »« Vous mentez. »« Monsieur !» Alors le comte marcha vers sa femme et il la saisit au poignet. Puis il la regarda dans les yeux. « Le nom de votre amant. »« Oh !» fit-elle avec un gros soupir de fillette. Mais il la tenait toujours. « Je vous dis que vous mentez. Encore une fois, madame, d'où venez-vous ?» J'ai répondu « Misérable femme ! Vous avez tort de croire que je serai plus longtemps votre dupe. Depuis quelques jours, je vous observe. Vous vous cachez de moi lorsque vous rentrez à l'hôtel. Vous vous cachez de vos domestiques, parce que vous sentez bien que votre infamie est vivante pour tous, sur votre visage. Les heures d'amour passent vite. Le temps presse, et l'on ne peut plus réparer les ravages de l'amant, le ravage des caresses. La comtesse, tout en pleurs, ne se défendait pas. Tel qu'un paysan remuant le sol pour y chercher un trésor imaginaire, le gentilhomme brutal renversa et fouilla ce corps de femme, déchirant les jupes, faisant craquer les linges. Elle restait là, immobile, couchée sur les tapis, sans une plainte, avec des larmes froides le long de ses joues. Quand, après son investigation farouche, M. de Trémières crut avoir découvert les preuves irréfutables de la culpabilité de sa femme, il reprit son calme. « Madame, dit-il, à dater de ce jour, vous êtes libre de vos actes. Mon notaire vous remettra intégralement votre fortune. »« Et ma fille ? » ?»« Votre fille vous appartient. Emmenez-la. Adieu, madame. » Pourtant, ils s'étaient aimés. 3 ans de mariage. D'errante à ne savoir qu'en faire, un blason, l'orgueil de l'armorial de France, une fille, un bijou d'enfant, tous deux pleins de la joie de vivre. Est-elle vraiment coupable, celle qui l'a chassée ? C'est la question qu'à ces heures de tristesse, le comte de Trémières se pose toujours, et il dit « Oui ». Car toujours elle reparaît le mignon visage fatigué, éreinté.
Madame Trémière s'en est allée vivre dans sa famille au fond de la Touraine. Les tendresses de sa mère, les rires de son enfant sont impuissants à la rendre heureuse. Elle a un secret dont elle meurt. Un secret de femme. Là-bas, que l'hiver souffle sur la froidure, que le printemps rayonne, que l'été charrisse ses feux, ou que l'automne dise sa magnificence de la nature épanouie, Madeleine s'agite, Madeleine se meurt. Elle se meurt doucement mais sûrement dans sa fleur de jeunesse tourmentée. Quelle est donc la cause du chagrin qui la mine? La perte d'un amant? Son mari a été fou et lâche. Jamais épouse ne fut plus fidèle. Les folies d'un vice? Oh non, jamais femme ne fut plus vertueuse. Alors quoi? Ces pages arrachées à son livre de douleur, acceptez-les, comme une confession réelle. Lisez-les, mais souvenez-vous du mot de la métrie. On dit mieux les choses en les supprimant, on irrite les désirs en aiguillonnant la curiosité de l'esprit sur un objet en partie couvert qu'on ne devine pas encore et qu'on veut avoir l'honneur de deviner. La confession de Madeleine. Après une nuit de bal. Mon mari me regardait danser, au bras du vieux baron de Formose. Georges me souriait au passage, et je lui rendais son sourire. Il comprenait bien que le valseur n'existait pas pour moi, et que toute ma pensée, tous mes désirs, toutes mes fièvres allaient vers l'homme que j'aime, le seul que je veuille aimer. À un moment, sans que je puisse expliquer ce mystère, il s'est fait en moi un trouble bizarre. Mes yeux se sont obscurcis, je défaillais, honteuse d'une volupté que je n'avais pas recherchée, que je voulais fuir. Était-ce la chaleur du salon, l'éclat des lustres, l'étreinte à peine marquée de monsieur de Formose, un vieillard? Je ne sais pas. Au retour du bois. Ma belle-mère se trouvait seule avec moi dans la calèche qui faisait le tour du lac. Sous mon ordre, le cocher a ralenti le pas des chevaux. Malgré l'extrême lenteur de la marche, j'éprouvais une sensation voluptueuse. Des mains invisibles me berçaient. Était-ce le léger cahotement de la voiture? J'ai déjà ressenti la même ivresse. Je rougis de l'écrire. Le même bonheur. Un jour que, toute jeune fille, je montais sur les chevaux de bois. En respirant l'odeur des fleurs. Un seul bouquet d'héliotrope et de jasmin a suffi pour me jeter dans un état d'exaltation étrange. Les senteurs me prenaient à la gorge. Je haletais, énervé. Après avoir renoncé au cheval, aux longues promenades en voiture, faut-il encore que je renonce à me mouvoir? J'ai refusé les soins de mes femmes de chambre, tout contact m'énerve, la moiteur du lit, alors même que je suis seul, m'exaspère. Après la rupture, Georges m'a chassé de sa maison, comme une infâme. Il a bien fait. Je suis une malheureuse créature, j'ai été sur le point de tout lui avouer. Un mari ne croit pas à ses fatalités, il a le droit de ne pas y croire. Mon visage, mon corps, tout mon être, les battements de ma poitrine, la décoloration de mes lèvres, mon regard éteint accusaient des ravages de l'amour. Je n'appartenais plus à Georges, étant la proie de toute chose, la femme sensuelle qui frissonne, se pâme et jouit, sans désir, sans vice, de par l'ordre d'une volonté mystérieuse et implacable.
Doublement abrité par le calme de la province et de la famille, j'espérais pouvoir lutter contre ces émotions qui se succèdent, malgré mes révoltes, malgré mes angoisses. Mais aujourd'hui, je vois bien qu'il n'y a plus d'espoir. Je me consume dans le dédale de ce chemin mouillé de mes larmes, rouge de mon sang. La tempête souffle encore. Si les mains jointes, je crie « Assez !» Une voix répond « Toujours, toujours, toujours. » Je suis obligé de dire à ma fille « Tes caresses me font mal. » Comme je disais à mes femmes de chambre « Ne me touchez pas. » J'ai essayé des bromures, de toutes les médications à la mode. Rien. Rien. J'ai voulu prier, un soir, à l'église du village, toute seule, affolée et perdue. Je me suis agenouillé devant le grand crucifix, et voilà que, brusquement, l'être divin s'est animé, et que la vision a déterminé des spasmes voluptueux, autant que les réalités et les contacts. Ma vie se désagrège, lambeau par lambeau. Elle s'effeuille au moindre zéphyr, au moindre toucher, comme les roses, les trémières dont je porte le nom. Mes plaisirs de femme ne sont plus que d'horribles douleurs. Heureuses les créatures dont les sens restent éternellement glacés.